Hyper intéressant ce que tu dis parce que comme tu dis, l'argent c'est tabou. C'est tabou de ouf en France, j'ai l'impression. Si tu veux ouvrir un cabinet, il y a beaucoup de choses auxquelles penser. On peut pas soigner tout le monde. On peut pas réussir à soigner tout le monde, même si on l'espère très fort au départ. Moi, je l'ai espéré, je pense. Et on a un métier, comme tous les soignants, j'imagine, où on va en permanence être dans l'incertitude. Rassurez-vous, notre métier est difficile. Acceptez qu'on soit dans l'incertitude très souvent, tout en sachant ça, dédramatisez la situation et faites de votre mieux. Notre carrière de kiné, c'est une course d'endurance, c'est pas un sprint. Donc en gros, trouvez un équilibre entre épargner, investissez et kiffer la vie aujourd'hui parce que tu sais jamais de quoi la vie est faite. Et si tous tes plans sont dans 15 ans, bah, pendant 15 ans, t'as rien fait et voilà, tu sais pas ce qui peut arriver. Donc vous allez douter face aux patients, mais vous allez douter probablement jusqu'à votre dernier jour de travail. Et si vous doutez plus, ça veut dire que vous êtes peut-être trop confiant. Donc c'est pas bon non plus à mon avis. Je crois que chaque temps du bilan doit servir à quelque chose. Si dans ton examen clinique, tu fais un test et que tu ne sais pas à quoi ce test-là, quelle information ça va te donner, alors ce test est inutile. Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Robin, qui est kinésithérapeute du sport et que vous connaissez peut-être sous le nom de Carabéen Physio sur Instagram. Alors dans cet épisode, c'est très simple, on va aborder plein de choses et notamment tout ce qui gravite autour du début de notre carrière en tant que kiné, donc nos craintes, nos doutes, comment y faire face, mais également les meilleurs conseils pour bien débuter notre carrière de kiné et plein d'autres choses encore. Alors tu remarqueras qu'en écoutant le podcast, la qualité de ma voix n'est pas comme d'habitude, c'est simplement à cause du fait que mon micro n'a pas enregistré ma voix durant le podcast. Je m'en suis rendu compte qu'après, une fois qu'on avait terminé le podcast avec Robin. Et heureusement quand même, dans mon malheur, c'est la webcam avec laquelle je me filme ici qui a enregistré le son. Bon, du coup, ça fait un son pas incroyable, mais c'est toujours mieux que rien. J'ai essayé de rattraper le coup un peu en post-production en améliorant un petit peu la qualité audio. C'est un petit peu mieux que ce qui m'avait été livré brut par la webcam, mais c'est pas encore foufou. Et de toute façon, le son sera jamais aussi bien qu'avec un micro professionnel comme j'ai. Mais donc voilà, comme ça tu sais pourquoi, pour cet épisode, malheureusement, la qualité de ma voix n'est peut-être pas au rendez-vous. Je m'en excuse, j'espère quand même que tu prendras un certain plaisir à l'écouter et que ça te dérangera pas trop. Mais comme ça tu sais, c'est pas ton enceinte qui bug. C'est juste mon micro qui a décidé de pas s'allumer. Alors avant de débuter ce podcast, j'aimerais bien t'en dire un petit peu plus sur ce qu'est Full Physio. Parce que Full Physio, c'est pas qu'un podcast, c'est avant tout une plateforme tout en un. Et notre ambition chez Full Physio, elle est très claire, c'est tout simplement de pouvoir te proposer au même endroit non seulement un accès privilégié à l'information scientifique récente pour toujours être à jour des dernières évidences scientifiques qui gravitent autour de la kiné, mais également des outils cliniques pour améliorer, faciliter ta pratique quotidienne au cabinet. Et enfin, une académie qui te permettra de te former en continu auprès d'experts et expertes dans leur domaine. Full Physio, c'est donc 3 piliers pour t'aider dans ta carrière de kiné. En plus, ça rime. Le premier volet, c'est Full Physio Knowledge qui va regrouper des modules EBP, des masterclass, des webinaires, des tests cliniques et même aussi des vidéos de manipulation et de mobilisation articulaire. Le deuxième volet, c'est le volet Care qui va en fait regrouper un tas d'outils cliniques pour te faciliter la vie dans ta pratique quotidienne, que ce soit un outil d'aide à la prescription d'exercices pour tes patients, mais également des fiches d'éducation thérapeutique, etc. Et enfin, le volet Académie, donc Full Physio Academy, qui est une plateforme où tu retrouveras des formations aussi bien en présentiel que en e-learning données par des experts et expertes dans leur domaine. Bon allez, c'est tout pour moi, je te laisse écouter l'épisode, je te dis à très bientôt et surtout, merci pour ta confiance. Et salut, petit message vite fait simplement pour t'informer que tu es en train d'écouter la deuxième partie d'un épisode de podcast qui a en fait duré plus de 2 heures ou 1 heure et demie, ça dépend un petit peu des épisodes. Et pour trouver la première partie, on t'invite à simplement remonter un petit peu dans le flux des épisodes et tu la trouveras très facilement. Donc voilà, pour pas que tu te demandes où est-ce que tu es tombé, parce que forcément cet épisode, ou en tout cas cette deuxième partie, commence un petit peu de but en blanc vu que c'est la continuité de la première partie. Allez, bon épisode. Et les deux, en fait, je t'ai donné 3 premiers conseils qui sont vraiment autour du soin. Et, et les Ouais. deux autres conseils que je donnerais sont justement autour du soin. Et je dirais que il faut le plus rapidement, après son diplôme, comprendre que il faut trouver un équilibre entre l'investissement qu'on va se mettre dans le travail, dans la vie pro, et finalement notre vie perso. Parce que moi, je sais que quand j'ai commencé à travailler, j'avais envie de travailler, j'avais envie de progresser, j'avais envie de me former. Je me suis lancé à fond dans le travail et ma compagne aussi. Et tous les deux, assez rapidement, je dirais au bout d'un an et demi, on a commencé enfin, on a senti qu'on a tiré sur la corde. Et j'ai même des amis de promotion. J'en ai un notamment qui avait fait un burn-out et assez rapidement.
Et pareil, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes kinés qui s'investissent à fond dans le travail et qui, au bout, assez rapidement se fatiguent. Voilà, donc dans ma vision des choses, notre carrière de kiné, c'est une course d'endurance. C'est pas un sprint. Et une course d'endurance, bah, peut-être tu soignes des sportifs d'endurance, des trailers, des ultra-trailers. En Martinique, on a beaucoup d'ultra-trailers. Enfin, moi, j'en vois pas mal. C'est une question de gestion. Tu dois partir tout en ayant un plan et tu sais que voilà, tu vas devoir gérer ton effort du début à la fin. Et finalement, si tu te sens mieux, tu pourras accélérer. Si tu es un peu dans le dur, tu vas ralentir. Mais voilà, c'est un équilibre à trouver. Et je pense que c'est bien d'en être conscient pour pas se jeter corps et âme dans le travail. Voilà. Et le dernier conseil, c'est vraiment sur l'aspect financier. Et je dirais, quand vous allez être diplômé, vous allez commencer à gagner de l'argent. Vous allez avoir des belles sommes qui vont arriver sur votre compte bancaire. Et ça, on n'est pas habitué quand on est étudiant. Et surtout, on n'est pas du tout formé à savoir quoi faire de cet argent-là. Et donc, je leur dirais, prenez une partie de cet argent-là pour épargner. Formez-vous sur les formes d'investissement qui sont possibles. Investissez. N'attendez pas 10 ans pour commencer à investir. Et puis, malgré tout, kiffez. Kiffez la vie. Donc en gros, trouvez un équilibre entre épargner, investissez et kiffer la vie aujourd'hui parce que tu sais jamais de quoi la vie est faite. Et si tous tes plans sont dans 15 ans, bah, pendant 15 ans, tu n'as rien fait et voilà, tu sais pas ce qui peut arriver. Donc voilà, trouve un Ouais. équilibre entre épargner, investir et kiffer. Je pense que c'est deux conseils qui sont hyper importants. Et comme tu dis, on est un peu dans cette recherche quand on vient d'être diplômé, et je pense même après, hein, mais de toujours, tous les jours, il y a des nouveaux articles qui sortent, il y a des nouvelles formations, il y a il y a des trucs qui sont mis à jour, il y a une nouvelle tendance, machin. Et en fait, on court après une roue comme ça, on se dit, mais merde, faut que je sois formé en ça, faut que je sois formé en ça, faut que je sois formé en ça. Et non seulement c'est beaucoup d'argent, t'additionnes tout, et en fait c'est une course sans fin. Et ça, je pense qu'il faut s'en rendre compte. Alors évidemment, il faut se former, hein, mais effectivement, il faut. Et je pense que ça, c'est avec le temps aussi. Moi personnellement, quand je suis sorti de kiné, euh, je j'ai acheté toutes les formations qui pouvaient sortir. Enfin, dans le sens, je voulais me former dans tout à la fois. Enfin, Mm. j'ai trouvé un truc intéressant. Je me disais, mais c'est incroyable, je vais faire ça, je vais faire ça. Et j'étais un peu partout. Alors, ça m'a donné pas mal de petites astuces pour ma pratique et je regrette rien. Mais avec le temps, j'essaye, je me calme d'ailleurs au niveau des formations en tant que telles. J'essaye beaucoup plus de sélectionner euh, un sujet plutôt que être partout à la fois. J'étais abonné à 36 trucs à la fois. Enfin, c'était Ouais. vraiment pas évident. Et financièrement, c'est aussi un coût, donc il faut bien checker ça. Et j'aime beaucoup que tu insistes sur le fait de se respecter aussi dans sa vie perso, parce que je pense que le travail, enfin, en fait, chacun a la vision qu'il a envie d'avoir, mais je pense que le travail doit rester une partie de notre vie, mais ne doit pas être toute notre vie. Parce que, petit instant philosophique, mais je pense à la fin de notre vie, c'est pas le travail qui reste, c'est tous les moments que tu as pu construire avec tes proches, tous les moments que tu as pu vivre avec eux, euh, avec ta femme, si tu as la chance d'avoir, ou avec ton homme, si ça dépend un petit peu de chacun, mais c'est vraiment une chose hyper importante et je pense qu'il faut s'en rendre compte et pas être trop longtemps dans la rat race où tu fais que ça en fait. Tu Ouais, rentres, il est 22 heures, tu te lèves à 6 heures et tu profites rien. exactement. Bah, voilà, tu as résumé ce que j'ai dit. Bah, ouais, je paraphrasais, en fait, tu avais déjà tout dit, mais voilà, je suis vraiment d'accord et je suis content que tu en parles parce que c'est un point qu'on n'a pas souvent tendance à soulever ou pas assez, je pense. Et, euh, et donc voilà. Mais du coup, maintenant que tu nous as donné les deux conseils supplémentaires bonus, Ouais. tu avais fait un post sur ta page Insta que je trouvais super intéressant, où tu demandais aux kinés quelles étaient leurs craintes en commençant leur carrière de kiné. Et les trois premières craintes, si je dis pas de bêtises, qui semblaient le plus revenir étaient j'ai peur de ne pas être capable de proposer le meilleur traitement à mes patients. La deuxième, c'était j'ai peur de ne pas être capable de poser un diagnostic. Et la troisième, c'était j'ai peur de douter face aux patients. Selon toi, si on reprenait chacune de ces craintes, aurais-tu envie de répondre à ces peurs qui surviennent, je pense, non seulement au début de la pratique, mais tout au long de notre carrière. Je pense que c'est des craintes qui... Parce qu'on parle beaucoup de jeunes kinés, mais je pense
voilà, ça peut, je pense que tous les kinés peuvent être concernés par ces craintes. En tout cas, moi, c'est des craintes que j'ai eues et que j'ai parfois encore, Ouais. parce qu'on reste humain et qu'on peut toujours s'améliorer, tout simplement. Bien sûr. Euh, En fait, ouais, donc c'était un post que j'avais fait, effectivement, qui faisait suite à un sondage que j'avais fait en story, qui s'adressait uniquement aux étudiants kinés en K3 et en K4, donc en fin de parcours. Et je leur avais demandé, question ouverte, quelles sont vos plus grandes craintes par rapport à votre futur métier? Et j'avais eu environ 250 réponses, donc ce qui est quand même pas mal. Et sur ces 250 réponses-là, je les ai triées et ça s'est finalement synthétisé en 19 craintes qui revenaient majoritairement. Et donc toi, tu as cité les trois premières, les trois qui sont revenues le plus. Donc j'ai peur de ne pas être capable de proposer le meilleur traitement, j'ai peur de ne pas être capable de poser le bon diagnostic et j'ai peur de douter face au patient. C'est les trois craintes principales. Et en fait, juste avant de te répondre, des 19 craintes qui sont le plus revenues, ben, j'ai voulu proposer quelque chose et j'ai fait un guide. Donc j'ai fait un guide que tout le monde peut télécharger Ah oui, c'est gratuitement. vrai. Ouais, je C'est fais vrai un ça, guide ouais. qui est sous forme de PDF où pour chacune des craintes, je donne mon avis, mon retour d'expérience et mes conseils. Donc voilà, tout le monde peut le télécharger en cliquant depuis ma bio. Et là, il y a déjà eu plus de 1400 téléchargements, donc je suis content parce que ça veut dire qu'il y a pas mal d'étudiants qui ont pris le temps de le télécharger. J'espère qu'ils l'ont lu, mais au moins ils l'ont téléchargé, c'est déjà pas mal. Bah Euh, ouais. donc pour revenir sur la première crainte, donc j'ai peur de ne pas être capable de poser le diagnostic. Déjà, je dirais que on nous attend pas dans la pose de diagnostic. C'est normalement le rôle du médecin de poser un diagnostic médical. Et nous, on est formé pour poser, faire des bilans diagnostiques kinés, comme tu as dit tout à l'heure, où l'aspect fonctionnel est beaucoup plus mis en avant. On va relever tous les déficits, etc. Et, euh, et finalement, faire ça, c'est plus simple que de poser un diagnostic médical, il me semble. Ouais. Et, euh, et en fait, tout découle encore une fois de la qualité de ton bilan. Si tu prends le temps d'écouter le patient, de faire ton examen clinique étape par étape, à la fin, normalement, tu auras relevé des déficits et ça sera beaucoup plus facile de synthétiser ça sous forme de bilan diagnostic kiné et à partir de là, de connaître la direction que tu vas devoir prendre avec ce patient-là. Ensuite, je leur dirais que euh, quand vous sortez de l'école, vous avez déjà pas mal de connaissances, mais c'est certain qu'il va falloir continuer à se former. Donc prenez le temps de lire, prenez le temps d'aller vers les formations qui vous intéressent, pour lesquelles vous avez une sensibilité dès le départ. Et je leur dirais aussi de rapidement, bon, normalement c'est le cas, de se familiariser avec toutes les bases de données qu'on a, qu'on a gratuitement maintenant. Et dès qu'ils rencontrent une difficulté dans leur quotidien, enfin au travail, et ben de le noter et d'aller faire une recherche par rapport à ça. Et ensuite, je leur dirais de, de s'abonner à Full Physio, de s'a- C'est- de s'abonner à des solutions comme ça qui proposent finalement de nous aider à se former de façon continue. Et voilà. Et tout ça, mis bout à bout, va faire que ils auront de plus en plus de confiance dans la pose d'un diagnostic. Et je leur dirais aussi d'échanger avec leurs confrères qui sont un peu plus expérimentés et de ne pas hésiter à, voilà, à aller voir un mentor et de leur dire voilà, j'ai eu un patient qui avait ça, voilà ce que le bilan a montré, je savais pas trop quoi faire, je savais pas trop quoi lui dire. T'en penses quoi? Est-ce que tu as déjà vu des cas comme ça? Et voilà, l'échange entre confrères est toujours enrichissant et je leur dirais de pas hésiter à le faire. Et tu vois, moi, comme on a un cabinet de 8, on a très souvent des remplaçants parce que sur l'équipe, il y a toujours quelqu'un qui est pas là. On voit Ouais. souvent des jeunes remplaçants et c'est toujours drôle de voir les différents profils. Tu en as qui euh, viennent te voir en mode voilà, j'ai eu un patient, j'étais un peu en difficulté, t'en penses quoi, etc. Et t'en as d'autres qui vont totalement rester dans leur bulle, qui vont quasiment t'éviter un peu, alors que j'essaie d'être cool. Ouais. Et donc voilà, je leur dirais d'avoir l'attitude du premier. Ouais. D'être curieux et de pas avoir peur de D'échanger. se tromper Non, et et d'échanger, puis, quoi. et puis même d'appeler le médecin. D'appeler le médecin prescripteur, j'ai reçu votre patient, je lui ai fait le bilan a montré ça. Voilà, je savais pas trop quoi penser de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ça permettra de créer une relation avec le médecin,
Le médecin, ça va lui montrer qu'on est ouvert à l'échange, qu'on essaye de faire les choses bien, et ça sera tout à notre honneur, à mon avis. Ouais. Donc voilà. Pour ça, c'était pour la première crainte. Deuxième crainte, j'ai peur de ne pas proposer le meilleur traitement. Bah, je leur dirais un peu ce que j'ai déjà dit, hein. Prenez votre temps lors du bilan. Préparez, si c'est possible, votre bilan à l'avance. Voilà, si vous savez que le patient vient pour le rachis lombaire, ben, préparez votre fiche bilan rachis lombaire, revoyez tous les temps importants de l'examen clinique et de l'entretien clinique. Je leur dirai maintenant, achetez les fiches bilan que j'ai en J'allais dire, vente, voilà, ouais, que j'ai sorti il n'y a pas longtemps. Et, euh, et puis voilà, prenez le temps, écoutez. Et pareil, formez-vous régulièrement et petit à petit, vous verrez que vous serez de plus en plus à l'aise pour faire la synthèse du bilan et de savoir très rapidement quelle direction on va donner au traitement. Et toi, pour rebondir sur ça, quand j'ai des étudiants, le bilan, c'est souvent quelque chose qui leur fait peur. Et, euh, et j'aime bien les premiers bilans, ils sont vraiment observateurs. Je leur demande vraiment, observez-moi, mais observez-moi pas en mode passif, observez-moi en mode actif. Essayez d'anticiper les questions que je vais poser, d'anticiper les tests que je vais faire. Ça sera d'avoir un travail réflexif, pardon. Et après, je leur laisse faire les bilans. Et souvent, à la fin du bilan, moi, une fois que le patient a posé ses questions ou juste après, je vais tout de suite leur dire la direction du traitement. Mais parce que tu sais, ça vient automatiquement au bout d'un moment. Et je vois quand les étudiants finissent le bilan, j'aime bien leur dire, bon, ok, super, tu as fait le bilan. Voilà, quel conseil tu peux lui donner maintenant? Et là, souvent, c'est flottement. Ils ne savent pas en fait. Ils font pas encore le lien entre le bilan et finalement ce qu'on va proposer comme traitement. Voilà, je leur dirais un peu comme tout à l'heure, keep cool, ça viendra avec le temps. Et vous verrez que les connexions vont se faire. Et voilà, donc voilà. Et dernière crainte, c'était sur j'ai peur de douter j'ai face au peur de patient. douter. Ouais, Eh ben, ça reviendrait au deuxième conseil de tout à l'heure sur, voilà, on est tout le temps dans l'incertitude, globalement. Donc vous allez douter face au patient, mais vous allez douter probablement jusqu'à votre dernier jour de travail. Et si vous doutez plus, ça veut dire que vous êtes peut-être trop confiant. Donc c'est pas bon non plus à mon avis. Euh, donc voilà, acceptez ça. Ensuite, par contre, je pense qu'il faut faire un peu d'acting en mode, moi, même si je doute, je vais pas montrer au patient que je doute. Et je pense qu'avec le temps, tu ok. arrives à, Un peu noyer le poisson. à cacher ce doute-là. Même si au fond de toi, tu es en Ouais, mode doute total, mais ouais, tu vas pas le montrer au patient. Et dans le guide, il me semble que je leur dis ça, c'est que si des fois vous êtes dans le doute vraiment et que en fait, tu sens que tu as besoin de 2 petites minutes juste pour réfléchir un peu, limite, fais un test qui sert à rien, mais qui va te ouais, donner 2 minutes. Mais ouais, n'importe quoi, le patient ne sait pas. Je dis, imaginons, ouais, tu es en train de faire ton examen clinique, tu as besoin de 2 minutes pour mettre les choses au clair. Bon, bah, tu fais semblant de mobiliser la hanche, de tester une fin d'amplitude, en rotation. Voilà, tu fais comme si vraiment tu étais en train de faire un truc hyper important. Et en fait, tu profites de ce petit temps off pour mettre tes idées au clair. Et puis, une fois que tu as remis tes idées au clair, hop, tu reprends le fil. Voilà, ouais, c'est c'est un ça. peu de l'acting, cinéma, mais je sais que moi, ça m'a déjà sauvé dans certaines situations et ça peut m'arriver de temps en temps encore d'utiliser cette stratégie-là. Après, le truc, c'est bien de dire aussi des fois aux patients, écoutez, je ne sais pas. C'est cette situation-là, je ne l'ai pas encore rencontrée. Je vais demander l'avis à mes confrères, je vais appeler le médecin. Voilà. Et à notre prochain rendez-vous, je vous ferai un retour par rapport à ça. Et voilà, je crois que aussi quand de temps en temps tu as cette attitude-là, ça peut être apprécié par les patients. Et voilà, donc trouver un équilibre entre de temps en temps masquer ton doute, de temps en temps être totalement Le dire quand transparent. même. Ouais, c'est ça. C'est pas évident, hein, parce que surtout si le patient il te pose vraiment une question presque fermée, où il attend une réponse, il te dit est-ce que le ciel est bleu aujourd'hui et tu sais pas s'il est bleu, tu fais bah oui, mais en fait Mm. donc ouais, comme tu dis, je pense que ça dépend aussi de la mentalité du patient. Il y a des patients et des patientes qui vont être totalement enfin qui vont préférer l'honnêteté, etc. Et d'autres où tu sens que si tu montres que tu as une faiblesse ou en tout cas vraiment une hésitation, ça va jouer vraiment C'est beaucoup vrai. dans ton adhérence au traitement parce que c'est des patients qui arrivent parfois avec déjà des a priori
pour moi, c'est typiquement les patients qui arrivent et qui sont pas totalement convaincus de la kiné. Ouais, Avec ces patients-là, j'aurais tendance à vraiment essayer de montrer zéro doute, même si, comme tu dis, il faut utiliser de petites stratégies, ouais, parce que ils vont saisir la moindre brèche pour dire ouais, ben non, ben, j'étais chez le kiné, il savait même pas répondre à ma question, tandis que tu en as d'autres qui, je pense, sont beaucoup plus posés et beaucoup plus réfléchis à ce niveau-là. Mais pour revenir sur le bilan, je pense qu'une des craintes aussi, c'est on a l'impression que le bilan doit être compliqué pour être efficace ou pour être exhaustif, alors que je reste persuadé que un bilan n'a pas à être complexifié à outrance pour être efficace. Et pour moi, si déjà on écoute le patient, qu'on a noté ses attentes et qu'on fait quelques tests, au début, moi personnellement, je voulais faire tous les tests que je connaissais, tous les tests orthopédiques, ils y passaient tous. Donc je voulais vraiment faire un maximum de tests en une séance. Je me disais, mais ça. Et en fait, tu te retrouvais avec 40 tests. Tu disais, c'est un peu ça rejoint d'ailleurs ce que tu disais là tantôt, hein. Enfin, pour faire le lien entre le bilan et ce que tu fais après, tu te retrouvais avec 40 tests. Tu disais, mm, bon, ok, mon FADIR il est positif, mon FABER il est négatif, hein. En fait, qu'est-ce que ça a déjà, à certains moments, en quoi ça influence la suite de ta prise en charge parfois? Toi, ça change rien en fait. Tu as un test positif ou négatif, si tu en fais plein, il y en ouais, a qui vont servir à rien. Ça va juste te donner des informations en plus qui vont polluer pour moi ton raisonnement clinique à partir d'un moment. Et en fait, si pour moi on n'arrive pas à utiliser le bilan dans notre prise en charge et que ça n'influence pas, c'est comme une imagerie. Tu vois, si tu fais une imagerie mais qu'elle change pas la prise en charge, quel que soit le ouais. résultat, quel est son intérêt? Ben, pour moi, je vois un peu la même chose au niveau du bilan à partir d'un certain niveau. Alors on va nous dire oui, mais comment savoir qu'est-ce que tu dois faire? Bon, ça, difficile à répondre là comme ça, mais Ouais, mais pour rebondir sur ce que tu dis, euh, je crois que chaque temps du bilan, tu dois servir à quelque chose. Alors ça paraît peut-être totalement bête ce que je dis, mais si tu fais parlons de l'examen clinique, si dans ton examen clinique tu fais un test et que tu ne sais pas à quoi ce test-là, quelle information ça va te donner, alors ce test est inutile. Et autant le squeezer. ouais, Après, bon, il faut se former pour ça, mais nos tests, on doit savoir est-ce qu'ils nous servent à exclure quelque chose, est-ce qu'ils nous servent à inclure quelque chose, est-ce que ça va augmenter la probabilité qu'il y ait quelque chose, est-ce que ça va augmenter la probabilité qu'il n'y ait ouais, pas quelque chose. Et finalement, quand toutes les choses sont mises bout à bout, bah, c'est que des probabilités. Bah, c'est très probable que le patient il ait ça, c'est très probable que le patient il ait pas ça. Et avec ces infos-là, tu es dans l'incertitude à un certain degré, et là tu peux prendre tes décisions. Mais et en fait, ça me rappelle mon passé de jeune sportif de haut niveau. J'étais jeune sportif de haut niveau en tennis, et j'avais un entraîneur ça m'a marqué, qui m'avait dit que chacune des frappes devait vraiment être guidée par une intention. Et c'est facile de frapper sans intention. C'est facile de faire un test sans intention. Et faire l'effort à chaque fois que tu fais un test de te dire, ok, je fais ce test-là parce que je veux cette info-là, bah, finalement, ça fait que peut-être tu vas faire moins de tests, mais tu vas beaucoup mieux synthétiser les infos de ton bilan. ouais, ouais. Et ça pollue moins ton esprit. En fait, je trouve que c'est déjà assez compliqué enfin, le raisonnement clinique est quelque chose de passionnant, mais qui est Oui, hyper complexe en fait. Là, passionnant. je trouve, c'est un truc qui n'en finit jamais. Pour moi, t'atteins jamais t'atteins jamais l'excellence dans ton raisonnement clinique. Pour moi, tu peux toujours t'améliorer. Et je pense pour ça que tous les deux, et je pense qu'on n'est sûrement pas les seuls, on aime autant la première séance aussi, parce que t'as tout qui s'agite à ce niveau-là. Et c'est Exactement. un peu comme un détective en fait. Ah, Tu mais vois, c'est ouais, tu cherches. Et une façon dont j'utilise les tests, et j'utilisais pas ça comme ça avant, c'est par exemple, un test de reproduction de la douleur qui pourrait dire, OK, s'il a mal, c'est que il y a une tendinopathie glutéale, etc. Et maintenant, je vais surtout l'utiliser au final comme marqueur pour la rééducation. Je trouve ouais, que, on en parlait déjà forcément avant, hein, mais je trouve que c'est un truc qui, moi, je fais de plus en plus depuis quelques années, c'est vraiment utiliser ces tests comme juste des marqueurs. Et je trouve le test qui reproduit le plus la douleur. Parfois, c'est dans des positions qui sortent un peu des positions du livre, qui est mis dans un livre, hein. Limite, je m'en fous, en fait. Mais ça sert, et après, au patient, je dis, ben, voilà, quand ce test-là fera moins mal, ce sera aussi un indicateur de l'évolution, en dehors, évidemment, de l'évolution dans vos activités, de la vie quotidienne, etc. Mais parfois, ça permet aussi, si le patient n'a pas trop d'évolution dans sa vie quotidienne au niveau de la douleur, si on a un test précis, ben, ça permet de le rassurer, tu dis, ah, ben,
ok, vous avez encore mal quand vous montez l'escalier, mais ce test-là, regardez, il y a 2 semaines, ça faisait mal à 8 sur 10. Là, maintenant, c'est à 5 sur 10, et ça, c'est incroyable. C'est Et vrai. Non, donc voilà. t'as raison. Mais finalement, nos tests sont des marqueurs qu'on peut réévaluer dans le temps. Et le test qui est le plus douloureux, enfin le mouvement qui est le plus douloureux, l'activité qui est la plus douloureuse pour le patient, c'est notre meilleur marqueur, quasiment. Euh, Moi, j'aime bien dire, ok, est-ce que vous êtes capable de reproduire votre douleur là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui typiquement vous déclenche votre douleur? Montrez-moi. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai fait un réel là, il y a quelques jours sur ça. C'était pour rigoler en mode humoristique. C'est un kiné qui demande à sa patiente de lui montrer quand est-ce qu'elle a mal au genou. Et là, elle se met à danser comme une folle Ouais, dans le j'avoue. cabinet. Mais je trouve que c'est très parlant parce que c'est exactement ça. Et là, imaginons cette patiente qui se met à danser pour reproduire sa douleur du genou, mais ça sera notre meilleur marqueur. Et, euh, Séance après séance, pour lui dire, ben, allez-y, refaites votre danse. Est-ce que vous avez plus mal, moins mal? C'est pareil, c'est comment? Mais, et je trouve ça compliqué, du coup, pour rebondir là-dessus, quand justement on n'arrive pas à reproduire la douleur du patient en bilan. Tu vois. Je trouve que c'est très facile, juste le bilan est très facile quand tu arrives à reproduire, enfin très facile, il est beaucoup, enfin il est vraiment simplifié quand tu arrives à reproduire clairement la douleur. Ah, c'est bon, du coup tu peux essayer de la moduler avec des petites techniques, des petits exos, etc. Mais Ouais. quand, et ça, je trouve que ça arrive quand même fréquemment, le patient il dit ouais mais d'habitude j'ai mal, mais là j'ai pas mal. Et alors je trouve que c'est difficile, tu es un peu dans le flou, tu dis bon, sur quoi je me base? Et en séance, ça beau faire tout ce que tu veux, ça reproduit un peu, mais en fait, finalement, non, c'était un peu plus à gauche d'habitude. Je sais pas, toi, comment, c'est une grosse question, hein, tu vas me dire, mais comment toi tu gères ça quand ça arrive au Ouais. niveau du bilan? Bah, c'est sûr que quand tu peux pas reproduire la douleur du patient au Ouais. bilan, c'est plus compliqué. Déjà, bon, c'est un fait. Enfin, je sais pas si c'est plus compliqué. En tout cas, pour moi, c'est plus compliqué. Visiblement pour toi aussi, donc on pense pareil. Ensuite, quand c'est le cas, bah, je vais quand même essayer de faire un bilan de la douleur le plus précis possible. Expliquez-moi vraiment c'est dans quelle situation que vous avez mal pour que je comprenne. Ok, là, aujourd'hui, c'est pas possible de reproduire la douleur, mais que je visualise au mieux, finalement, c'est dans quelle situation qu'il a mal. Euh, Ensuite, je vais quand même, pour proposer un traitement, je vais m'appuyer au maximum sur ce que le bilan m'a montré. Donc si je retrouve, imaginons quelqu'un qui vient pour le genou, je dis n'importe quoi, impossible de reproduire sa douleur du genou, peu importe les mouvements, les tests qu'on fait pendant le bilan, ben, je vais m'appuyer sur ce que montre mon examen. S'il y a une flexion dorsale qui est significativement limitée, s'il y a une rotation de hanche qui est significativement limitée, s'il a des douleurs au dos, etc. Bon, ben, je vais m'appuyer sur ça pour construire un traitement et je vais réévaluer ces marqueurs-là qui ne sont pas la douleur du patient, mais ça sera quand même des choses sur lesquelles je pense qu'il faut travailler. Et à chaque fois, je vais le dire, je vais redemander, ok, dans la situation que vous m'aviez décrite la dernière fois, comment ça va? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? Est-ce que le travail qu'on fait ensemble, vous sentez que ça vous apporte quelque chose de positif? Est-ce que c'est inutile? Et puis voilà, après on tâtonne, hein. Incertitude, encore une fois, on tâtonne et puis on essaye de. Et après, c'est un échange entre deux humains. Voilà, j'essaie de faire le mieux que je peux pour toi, essaie d'être le plus sincère avec moi, et puis limite, on réfléchit ensemble. Vas-y, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ok, alors ici, on parle pas mal de bilan, euh, et je sais que du coup, tu en parles pas mal aussi sur ton compte. Et du coup, ça me fait penser aussi que tu proposes souvent dans tes posts, etc. En tout cas, tu sembles proposer à tes patients un contrat kiné. Un contrat kiné avec ton patient, d'une part, et tu utilises aussi beaucoup l'iPad dans tes bilans. Et je trouve que c'est deux choses intéressantes pour les bilans. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ces habitudes au final que tu as mises en place? Donc, d'une part, le contrat kiné, et d'autre part, l'utilisation de l'iPad. De l'iPad, ouais. En fait, le contrat kiné, c'est simplement un temps de la première séance où je veux que le patient s'engage finalement à être acteur de sa rééducation. C'est qu'il n'y a rien de pire qu'un patient qui veut totalement être passif, qui ne va pas s'engager dans la rééducation, tu es quasiment sûr et certain que c'est voué à l'échec. Donc pour minimiser mes échecs, je veux que mon patient soit acteur. Pour ça, dans l'entretien clinique, il y a un temps où je vais te dire exactement comment je le fais. Je vais dire au patient, écoutez, si je vous donne des conseils et que je vous propose des choses à faire à la maison pour accélérer votre guérison, est-ce que ça vous intéresse? Là, normalement, c'est impossible. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit non.
J'ai encore jamais eu quelqu'un, peut-être ça arrivera un jour, mais j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit non. Et en fait, il y a pas mal d'études sur la psychologie humaine qui montrent que quand tu t'engages en disant un oui, tu maximises la probabilité qu'ensuite tu fasses vraiment les choses. Donc en fait, je veux juste obtenir un oui. Donc là, j'ai déjà obtenu un premier oui. Donc ça, c'est cool dans ma tête. Alors je dis ok, super. Donc j'ai déjà un premier engagement. Ensuite, je leur dis, ok, maintenant que vous m'avez dit que vous allez vous engager, combien de temps par jour ou tous les 2 jours vous serez prêt à consacrer à ce que je vais vous donner à faire à la maison. Et soyez vraiment tranquille, dites-moi honnêtement. Si c'est 5 minutes, dites-moi 5 minutes. Si c'est plus, dites-moi plus. Et là, souvent, les gens réfléchissent et me disent autant que vous voulez. C'est souvent la réponse que j'ai. Et alors, parce que je sais qu'ils vont pas en faire autant que je veux. Si je leur donne 2 heures, ils vont pas le faire. Et donc, je leur dis ok, donc si je vous donne 4 heures d'exercice par jour, est-ce que vous les ferez? Donc là, ils ont un petit recul de tête en général. Et ils me disent non, non, 4 heures, ça serait un peu beaucoup. Et là, ils vont me donner la vraie réponse. Ils vont me dire bon, ben, allez, 20 minutes. Voilà. Et là, voilà exactement ce que je fais. Je prends mon iPad, on va en parler juste après. Je fais semblant d'écrire un truc, mais en mode blague, hein, et ils voient très bien que je fais semblant d'écrire. Et je Ouais. leur dis, bon, ok. Donc là, vous venez de remplir notre contrat où vous vous êtes engagé à suivre mes conseils, faire les exercices pendant 20 minutes par jour. Est-ce que c'est ok pour vous? Et là, je veux le deuxième oui. Et là, ils te disent toujours oui. Donc en fait, j'ai eu un double engagement de la part du patient qui finalement a dit qu'il allait suivre mes conseils et en plus il m'a donné un temps. Et en fait, ça, Ok. c'est ça que j'appelle le contrat kiné. Et c'est utile pour plein de choses. Moi, déjà parce que le patient s'est engagé, donc je maximise la probabilité que vraiment il le fasse. Et ensuite, si dans le suivi de séance, finalement, le patient ne respecte pas ça, ça sera beaucoup plus facile pour moi de lui dire, bah, écoutez, à la première séance, vous étiez engagé à suivre mes conseils, faire les exos pendant 20 minutes par jour, et visiblement, vous ne le faites pas. Alors, dans un premier temps, je vais essayer de comprendre pourquoi ils ne le font pas. On va essayer de trouver des solutions. Mais si on trouve rien, ça sera une porte de sortie pour moi de leur dire, bah, écoutez, visiblement, c'est pas possible pour vous de vous engager. Moi, j'ai besoin que mes patients s'engagent. Je pense que c'est mieux qu'on s'arrête là. Voilà. Ah, ok, c'est intéressant. Ça, comme tu dis, ça te laisse une porte de sortie face aux patients qui ben, sont très peu engagés mais veulent quand même continuer le soin. Parce que ça arrive aussi. Des Ouais, patients enfin ouais. exactement. Donc, Et ça, ok. pour moi, probablement c'est probablement les situations les plus challengeantes pour moi encore aujourd'hui, ces patients-là. Ouais. Parce Les patients que, qui sont pas hyper engagés mais qui veulent continuer. ouais, parce que je pense que je suis beaucoup dans l'écoute, dans le relationnel. Je pense que les gens, ils aiment bien les séances avec moi. Et ceux qui s'engagent pas beaucoup, ils ont quand même envie de continuer. Il y a Ouais. quelqu'un qui les écoute, qui prend le temps, qui est sympa. Euh, Mhm. mais au bout d'un moment, j'ai pas envie juste d'être ça. J'ai envie d'être celui qui te fait te bouger, te prendre en main. Ouais. Et c'est pour moi ce qui est le plus challengeant de dire stop. Et je sais C'est que je dois dur, hein. progresser Ouais. sur ça encore. Ouais. Mais pareil. Ouais, Puis tu le dis stop, mais du coup, tu lui, vers qui tu l'as ou la rediriger, tu rediriges. ouais, Tu vois, c'est compliqué parce que le patient, il va dire, OK, mais du coup, je fais quoi? Tu vois, imagine, ça progresse pas, sa problématique, du coup, elle progresse pas. ouais. Je trouve que c'est hyper complexe à C'est gérer, comme tu compliqué. dis, C'est et compliqué. j'ai aussi beaucoup de mal à faire ça. C'est compliqué. Parce que d'un côté, tu te dis, oui, je vais le référer vers un collègue, mais à la fois, c'est pas un cadeau, tu vois, ton collègue, si tu lui dis, ah, mais en fait, je vais te refiler un patient, il veut pas se bouger, il va pas mieux, courage. Tu vois, c'est Ah non, compliqué. c'est la patate chaude un peu, hein, mais bon. Ouais. En vrai, les quelques fois où j'ai fait ça, j'ai pas réadressé particulièrement. J'ai juste dit stop. Voilà, je vous remets votre ordonnance. Est-ce que vous voulez que je vous donne des noms de confrères? T'en donnes plusieurs. Et voilà. Après, ils y vont pas. Mais moi, je pense il faut être capable de dire stop, même si c'est difficile. Donc voilà, ça c'était pour le contrat kiné. Et pour l'iPad, en fait, bah, toutes mes premières années de travail, je travaillais avec des feuilles, des calepins. Je faisais mes bilans sur des calepins. Et si bien qu'au bout d'un certain temps, j'avais des montagnes de calepins que je laissais au cabinet, puis que je ramenais à la maison. Et, euh, et bon, je m'en suis sorti comme ça. Mais ce qui était embêtant, c'est que au bout d'un moment, quand tu travailles au même endroit depuis pas mal de temps, tu as des anciens patients qui reviennent. Genre des patients que tu as vus il y a 5 ans et qui reviennent des fois pour la même problématique.
Et c'était particulièrement embêtant parce que je voulais retrouver leur bilan. Et en fait, je me retrouvais à chercher dans des dizaines de calepins, même si c'était trié par date, etc. Mais c'était toujours relou. Et, euh, et je me suis dit, il fallait que je sorte de là, il fallait que je trouve un moyen informatisé de faire mes bilans. Et en fait, l'iPad a été une bonne solution pour moi. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup le temps, notamment, où le patient va représenter sa douleur sur le body chart. Et c'est un de mes temps préférés du bilan où je vais lui donner mon iPad avec le stylet et je vais lui dire, allez-y, représentez votre douleur sur le body chart avec toutes les couleurs possibles, etc. Et j'ai l'impression que ce temps-là du bilan fait que les gens, nos patients, ont vraiment l'impression qu'on a compris où était leur douleur. Et je sais que c'est important. Et c'est avant, c'était vous avez mal. Imaginons, il me disait j'ai mal derrière l'épaule. Bon, j'allais écrire sur mon calepin face postérieure de l'épaule. Mais j'avais pas forcément de représentation avec les couleurs, etc. Et, euh, et dans une formation que j'avais fait de Marc Laslett, pardon, je cherchais son nom, il disait un truc très juste, c'est que finalement, le dessin de la douleur nous donne déjà tellement d'informations pour exclure des choses, inclure d'autres choses. Et voilà. Donc je trouve que rien que pour ça, l'iPad, je kiffe. Voilà. Et puis ensuite, quand j'ai des fiches de bilan que j'ai créées là maintenant, j'écris directement avec mon stylet dessus. Si le patient m'amène des comptes rendus d'imagerie, etc., je prends en photo avec l'iPad, je le mets directement à la suite de la fiche. S'il y a, imaginons que ça soit un jeune patient avec une scoliose, je vais lui demander de se pencher en avant, je prends en photo les courbures de son dos. Donc, ces trucs tu peux facilement rajouter à ton dossier patient. Et puis ensuite, surtout, c'est que quand j'ai des patients qui reviennent, bah, je vais dans mon application, je tape le nom du patient. Même si j'ai 800 dossiers, je retrouve le dossier en 2 secondes. Et rien que ça, pour moi, c'est extraordinaire. Voilà. Ok, ok. Donc non, j'avoue que c'est assez intéressant. Et je voulais rebondir sur effectivement cette prise de notes. Parce que je pense d'ailleurs que tu avais fait une story de quelqu'un qui t'avait fait une remarque à ce niveau-là. C'est-à-dire que les fiches bilan, par exemple, ben, tu as plusieurs cases à remplir, etc. Enfin voilà, c'est très organisé. Mais souvent, l'anamnèse et ce que dit le patient, c'est assez désorganisé. Ouais. Et je trouve qu'il y a vraiment une dichotomie entre ben, le fait d'arriver en fait à faire le tri de tout ce que dit le patient, de remplir en même temps la fiche. Comment toi tu t'organises? Parce que je trouve pas ça facile dans l'absolu, vu qu'on prône en plus d'écouter de plus en plus forcément le patient, de passer 2 fois plus de temps à écouter qu'à parler. Ben, si on le laisse parler, le patient il va dire tout ce qui lui passe par la tête, ou en tout cas ce qui lui semble important, mais ça suit jamais une trame prédéfinie qu'on peut prévoir. Et du coup, comment toi tu t'organises pour exploiter tes fiches bilan dans ce cadre-là? Bonne question. Effectivement, c'est une question que quelqu'un qui a acheté mes fiches bilan m'a posée. Et en fait, la première question du bilan va toujours être une question ouverte. En mode, euh, racontez-moi ce qui vous amène ici. Ou alors, en quoi je peux vous aider? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Voilà, question ouverte. Et à partir de là, le patient va raconter ce qu'il a raconté, des fois en 30 secondes, des fois en 5 minutes. Mais quoi qu'il arrive, je laisse parler. Il va donner plein d'infos, certaines utiles, d'autres totalement inutiles. Et pendant qu'il répond à cette première question, j'écris rien sur la fiche en général. Je le regarde. Je le regarde, j'acquiesce pour montrer que je suis vraiment en train d'essayer de comprendre ta situation. Quand il a terminé, là, je prends 30 secondes pour remplir finalement tous les endroits où il m'a donné des infos utiles. Dans le désordre. Mais bon, normalement, tu te souviens de tout ce que le patient vient de te dire. C'est tout frais. Ouais. Voilà, donc là, je remplis un peu toutes les cases où il m'a donné des infos. Et à partir de là, je vais commencer un peu plus à mener le bilan de façon un peu plus directive. Et là, je vais aller chercher les infos dont j'ai besoin. Ok, vous m'avez dit que ça avait commencé de cette façon-là. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Est-ce que c'était comme ça? Comme ça? Ok, vous m'avez dit que la douleur a commencé il y a 6 mois. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est en train de se dégrader? Est-ce que c'est en train de s'améliorer? Est-ce que c'est stationnaire? Voilà. Donc là, après cette première question, je vais aller plus vers des questions fermées en général pour aller remplir les cases dont j'ai besoin de l'info.
Et bon, après, je crois que c'est un art, hein, de mener une première séance. C'est Ouais, facile de se laisser emporter, et je pense que je me suis laissé emporter 1 million de fois quand j'étais plus jeune kiné, où je me disais, putain, je suis en train de me laisser embarquer, c'est pas possible, mais je sais pas comment reprendre le fil bien comme il faut. ouais, Mais voilà, après, je pense qu'avec l'expérience et tout, tu sais que tu peux te laisser embarquer un peu, mais parce que tu sais que tu vas revenir. Tu sais comment le ramener ensuite, le patient. Et, euh, et voilà, après, de façon plus ou moins aisée. Mais voilà, donc question ouverte, puis question fermée pour rediriger ensuite. ok. Ok. Parce que c'est vrai que j'ai parcouru tes fiches bilan, je les trouvais hyper quali, parce qu'elles sont d'ailleurs disponibles aussi pour les personnes qui ont pris les tips pour les jeunes kinés. Oui, c'est ça, en fait. Et Et du je les coup, ai ouais. inclus dans les tips pour les jeunes kiné. Ouais. Et ça, je trouve ça très cool. Comme ça permet ça met à jour un peu ta formation aussi, et C'est enfin ça. ton e-learning. Et donc et je trouvais la question hyper intéressante quand je l'ai vue. Donc je me suis dit ça, faut que je lui demande. Mais ok, ça va. Euh, alors ici, je- ce que j'aime bien aussi quand j'ai des invités ici sur Entendons, c'est de discuter aussi de nos erreurs, parce que je trouve que c'est assez formateur, parce que on en fait tous les jours. Encore une fois, ici, on parle beaucoup de conseils pour les jeunes kinés, etc. Il faudrait pas que des personnes aient l'impression qu'on considère, quand on dit ça, on se considère comme meilleur ou comme plus rien à se reprocher ou plus d'erreurs. Enfin, je veux éviter les quiproquos parce que je sais comment vont les réseaux parfois. Hmm. Et donc, ici, j'aimerais bien qu'on discute un peu de certaines erreurs. Et là, en l'occurrence, ta plus grosse erreur thérapeutique si ça te vient? Parce que c'est pas une question facile. Ça paraît simple, Ouais. mais quand je la pose, souvent les invités se disent mais ouah. Et alors tu te dis mais si j'y réponds pas, ça veut dire que je considère que j'ai pas d'erreur à me reprocher, alors que c'est pas ça. Mais est-ce que toi tu te rappellerais là d'une erreur thérapeutique où tu te dis là j'ai merdé? Je crois que j'ai pas, je touche du bois, je pense pas avoir déjà fait une énorme erreur qui vraiment Ouais. aurait été grave ou qui aurait vraiment mis un patient euh, en danger, des choses comme ça. Je connais des confrères qui ont déjà fait, qui ont malheureusement vécu des choses comme ça. Moi, j'ai pas vécu ça. Je pense que j'ai fait beaucoup de petites erreurs. Et je pense que les principales petites erreurs que j'ai pu faire au départ, et que je fais encore maintenant, mais moins, c'est d'attendre trop longtemps pour dire stop avec un patient, comme ce que je te disais tout à l'heure. Un patient à qui j'ai déjà donné mon maximum, ça prend pas la bonne direction. Euh, j'ai encore de l'espoir, mais parce que j'ai de l'espoir trop longtemps. Et en fait, il faudrait être capable de dire, bon, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Moi, je fais de mon mieux. Et peut-être que de votre côté, il y a des choses que vous pouvez changer. Vous dormez 2 heures par nuit et vous faites n'importe quoi. Bon, moi, en fait, j'en ai marre. Ouais, être capable de dire stop, je pense que j'ai souvent pris trop de temps à le faire, ou alors même des fois, je ne l'ai pas fait. Et je me suis embourbé dans des soins à rallonge qui menaient nulle part et finalement qui se terminaient quand le patient il abandonnait. Voilà. Ouais. Ouais, donc voilà, je pense Ok. que ça m'est arrivé souvent, honnêtement souvent. Autre erreur que j'ai beaucoup fait et que, bon là, que ça m'arrive quasiment plus, c'est d'attendre trop longtemps pour échanger avec le médecin. Voilà, je vois un patient, ça avance pas trop, je suis un peu en difficulté. Plutôt que d'appeler le médecin pour échanger avec lui, avoir son avis, etc. Non, je continue de mon côté, un petit peu en mode, j'ai pas envie de l'embêter, j'ai pas envie de passer pour un nul, j'ai pas envie voilà, j'ai pas envie de je sais pas quoi au final. Et voilà, trop de temps perdu à pas aller vers les autres, et notamment vers les médecins. Voilà, chose qui arrive beaucoup moins maintenant. Quelle erreur je fais aussi? Euh, C'est déjà, tu voilà. nous en as déjà dit deux, hein, donc Ouais, mais t'inquiète, en hein, fait, mais c'est deux qui se sont c'est déjà répétés top. plein de fois. Donc en fait, c'est Ouais. une multitude d'erreurs. Ouais. Ouais, mais comme tu dis, je pense que on se trompe, enfin, c'est humain de se tromper et c'est ça qui fait qu'après on essaie de s'améliorer aussi. Et je pense, tu l'as dit très justement là, juste avant, la personne qui considère qu'elle ne se trompe jamais et que il y a plus aucun doute et que tout est limpide, souvent c'est que soit c'est du déni, soit c'est que c'est pas si limpide que ça Ouais, et qu'il faut, je pense qu'il faut
perpétuellement se remettre en question en relâchant un peu la pression, mais quand même en se disant, ben oui, c'est ok de pas tout savoir et c'est ok de faire des petites erreurs comme ça et ça fait partie du jeu, hein. On Carrément, travaille avec des humains et on est des humains, donc à partir de là, on n'est pas des mécaniciens qui réparent des voitures, donc exactement. donc voilà. Et ok, donc merci pour ce petit partage. Alors, j'aimerais finir cet épisode de podcast, vu que ça fait quand même déjà presque 1 heure et demie que tu nous accordes ton temps, par un cas clinique, mais pas n'importe lequel. Ce Mm. serait le cas clinique qui t'a le plus marqué, que ça peut être l'histoire, un diagnostic un peu inattendu, que tu as manqué, ou ouais, inattendu pour le redire encore une fois, une leçon de vie, bref, vraiment un patient ou une patiente là qui t'a vraiment marqué depuis 2011. Qu'est-ce que c'est? Qui ce serait en fait? Ouais. Enfin, sans dire le nom forcément, mais Est-ce que tu m'autorises à en partager deux? ah bah, tu partages autant que tu veux. Moi, j'en dis un parce que déjà, un, c'est pas toujours Ouais. évident de s'en souvenir, mais Alors, deux, c'est très bien. ouais, c'est les deux premiers qui me viennent en tête, mais je veux pas t'en partager. En fait, j'en ai un qui me vient en tête, mais je veux pas qu'on termine le podcast sur ça. Donc, c'est Ok. pour ça que j'en rajoute un deuxième pour finir Ok. un peu plus cool. Le Ok. premier, en fait, euh, j'étais pas encore kiné. J'étais en première année de kiné et, euh, et j'avais un très bon pote à moi, un de mes meilleurs amis d'enfance, avec qui je jouais beaucoup au tennis et on passait beaucoup de temps ensemble, qui commence à décrire des douleurs au genou. Et je me revois encore pendant l'entraînement. Il me montre sa douleur au genou et moi je venais de commencer les cours d'anatomie palpatoire, etc. Donc je regarde son genou, j'appuie à certains endroits et je lui dis ah bah je pense que ça doit être ça, etc. Euh, donc je joue un peu à l'apprenti kiné. Et finalement, les semaines passent et puis il a de plus en plus mal au genou et puis son genou est gonflé, il est chaud. Et puis il va voir son médecin, mais en fait son médecin euh, probablement ne prend pas la mesure de la situation, fait tarder le truc, lui prescrit de la kiné. Et puis les semaines passent, les mois passent, jusqu'à ce que finalement bah, la situation se détériore. On lui fait une IRM et on lui découvre une tumeur, un ostéosarcome du plateau tibial. Et, euh, et à partir de là, ben, donc, annonce de cancer, donc lui il était un tout petit peu plus jeune que moi. Et il part en France se faire soigner. Et, euh, et puis finalement, il se fait amputer. Il se fait amputer au niveau du fémur. Et puis il subit d'autres opérations parce qu'il avait des métastases au niveau des poumons, etc. Donc il quitte la Martinique pendant, je sais pas, pendant des mois, peut-être une année. Et puis il revient en Martinique pendant, ouais, il part pendant quasiment une année. Il revient en Martinique pendant les grandes vacances. Et puis je me souviens que je retrouve un pote bah, avec une prothèse, qui a subi de la chimio, donc sans cheveux, qui a pris du poids et qui n'est plus le sportif que j'ai connu. Bref. Et ce qui m'a marqué énormément, c'est que malgré tout ce qu'il avait traversé, tout ce qu'il avait vécu, je ne l'ai jamais vu négatif. C'est-à-dire que euh, tout le temps optimiste, c'est-à-dire qu'il revenait en Martinique après avoir traversé une période de vie mais atroce. Et pourtant, il était tout le temps optimiste. Il voulait retourner à la rivière, il voulait retourner à la plage. Et tout le temps, quasiment le plus enjoué, tu vois. Et ça, c'était incroyable. Et en fait, ce que je ne savais pas, je suis désolé hein, si je verse une petite larme, c'est que. Attends, excuse-moi. C'est que. En fait, il savait déjà qu'il allait mourir. Je suis désolé. Et, euh, et sauf que moi, je ne le savais pas encore. C'est-à-dire que lui, il le savait. Et en fait, ses médecins lui avaient accordé 2 mois avant quasiment de finir sa vie. Et donc, il est reparti. Et puis, il est décédé quelques semaines après, en fait. Et, et ce qui m'a, en fait, ça m'a marqué dans plusieurs choses. Ça m'a marqué par rapport à son état d'esprit que j'ai trouvé incroyable. Avec du recul, j'y repense quasiment tout le temps. De voir l'état d'esprit qu'il avait, tout en sachant qu'il était condamné
et qu'en fait, qui revenait juste pour profiter un petit peu avant la fin de sa vie, alors il avait 19 ans, tu vois, incroyable. Ah ouais, Et, 19 ans. l'autre, enfin, pourquoi j'y repense souvent aussi, c'est par rapport au triage, on en parle souvent. Je pense que son médecin, il a tardé de ouf. En vrai, quand j'y repense, je pense que son médecin, il a tardé de ouf à faire des examens complémentaires quand tu as un jeune sportif avec des douleurs constantes, un genou qui gonfle, etc. Enfin, voilà, je pense qu'il faut réagir assez vite. Et ça me rappelle que nous, en tant que kiné, on doit être capable de trier les patients et on doit être capable de relever des drapeaux rouges. Et, euh, et voilà, on doit être capable de réagir vite quand il faut réagir vite. Tu vois, il faut pas rester dans son coin. Bon, ben voilà, il faut communiquer, il faut échanger parce que ben, des fois, les gens viennent nous voir avec des trucs graves. Voilà. Et si on tarde trop, c'est une perte de chance. Voilà, donc voilà C'est ça. en Et, quoi ça m'a marqué. Désolé hein, pour ce. Mais je t'inquiète pense que. pas, attends, c'est une histoire, même moi quand je Ouais. l'entends alors que je suis totalement extérieur, c'est hyper émouvant et c'est hyper touchant. Donc, t'inquiète, tu dois absolument pas Voilà. t'excuser. Ouais, donc voilà. Comme on Ça, le redit, on l'a dit souvent pendant ce podcast, on reste humain aussi, hein, donc, bien sûr, bien sûr. Ouais. et c'est des histoires de vie qui nous rappellent à quel point on a, nous, de la chance d'être là en bonne santé et qu'au final, la santé, pour revenir sur la boucle de dire, ben, penser au travail, mais aussi penser à profiter aussi un peu de la vie. Exactement. Mais tu vois, Et parce que, tu vois, tout peut s'arrêter, hein, rapidement. mais en fait, quand je dis ça, en fait, je pense à lui. Tu vois, mais en fait, cette histoire m'a tellement marqué que. euh, ouais, enfin, c'est une leçon de vie. Voilà, honnêtement, j'ai reçu une leçon de vie de sa part et voilà, que j'oublierai jamais. Et deuxième cas clinique, pour finir sur une note un peu plus light, c'était une jeune patiente qui venait me voir pour une lombalgie persistante. Et c'était une jeune de 18 ans, serveuse, qui avait arrêté l'école, serveuse. Et en fait, quand elle vient me voir, elle est en hyper lordose, mais hyper marquée. C'est-à-dire que tu peux pas rater qu'elle est. T'as l'impression qu'on lui a fixé la colonne vertébrale en hyper lordose. Et, euh, et en fait, donc je remarque ça. Et puis tellement c'est marqué qu'à un moment donné, je lui demande, mais est-ce que vous faites un effort de vous tenir aussi droite et tout? Je vois qu'elle s'appuie pas du tout sur le dossier de la chaise. Et en fait, elle me dit, oui, oui, c'est un effort que je fais. Pourquoi? Parce que ma mère a souffert d'une scoliose quand elle était plus jeune et elle m'a toujours dit qu'il fallait absolument se tenir droit pour éviter d'avoir mal au dos. Donc elle me dit ça et ensuite elle m'explique qu'elle est serveuse et que dans son métier, se tenir hyper droit, c'est important pour l'image professionnelle. Voilà. Donc elle m'explique ça. Donc en fait, dans sa tête, il faut rester cambré au maximum en permanence. Et, euh, et en fait, l'examen, il n'y a rien. C'est rien qui ressort d'autre du bilan que ça. Et je me dis, bon, ben, il faudra essayer d'aller vers. Déconstruire un peu cette croyance-là. Et, euh, et je sais pas pourquoi, je lui pose la question à savoir est-ce qu'elle a des animaux. Et elle me dit qu'elle a un chat. Et je rebondis sur ça et je lui dis, bah, ton chat, qu'est-ce que tu le vois faire toute la journée? Et elle me dit dormir et s'étirer. Ouais, je dis, c'est parfait. Et il s'étire dans quel sens? Dans tous les sens. Ok, très bien. Donc là, on a une discussion sur l'importance de bouger finalement son corps dans toutes les directions, que notre colonne vertébrale, elle est tout à fait ok pour bouger dans toutes les directions. Et, euh, et finalement, le premier exercice que je lui donne, c'est mini exercice de réexposition à la flexion en décubitus dorsal, plus observer son chat à chaque fois qu'il s'étire dans tous les sens. Et je lui donne rendez-vous une semaine plus tard. Et elle a genre mal depuis 6 mois, hein. Et elle revient au deuxième rendez-vous, elle me dit, ben, je crois que j'ai plus mal. Plus mal du tout. Je lui dis, mais genre plus du tout. Et elle me dit, mais genre peut-être à peine, mais j'ai plus mal. Et elle me dit, j'ai bien regardé mon chat, effectivement, il s'étire dans tous les sens, il fait le dos rond et tout. Moi, j'ai bien fait le mouvement. Et voilà, et puis la discussion qu'on a eue la dernière fois, bah, c'était cool. Voilà. Et en fait, voilà, la prise en charge était terminée, Ouais, je l'ai revue une deuxième fois. Je lui ai donné un peu de la réexposition à l'affection un peu plus puissante. Mais c'était terminé. Et ça m'a marqué dans le sens où je me suis dit, waouh, quand même, c'est fou l'impact de tes croyances, enfin potentiellement sur ce que tu ressens. ouais. Voilà. Bah, comme quoi, tu vois, là, t'aurais fait un bilan hyper complexe à base de plein de choses. Tu aurais peut-être trouvé anciennement des dysfonctions qu'on remet maintenant en question, blablabla. Tu serais parti sur des théories, limite, tu aurais
rendu la patiente plus anxiogène qu'autre Ah ouais, chose, en disant, ah, mais je sais. Tandis que là, tu as eu cette vision beaucoup plus moderne de dire, bah, en fait, juste bouger. Et c'est pas mal de dire, regardez le chat. Au moins, ça lui fait une image. mais en fait, ouais, je crois que j'avais rebondi sur ça parce qu'il m'a semblé avoir vu deux, trois poils de chat sur son pantalon. Et je me suis dit, bah, si elle a un chat, vas-y, bingo, je vais sauter dessus. Ouais. Quel détective, dit. Tu vois même les poils de chat sur les pantalons. J'espère que c'est dans tes fiches bilan, ça. Hein. Poils de chat, oui, non. Non, mais je pense que maintenant que tu en parles, je vais l'intégrer à mon avis. Ouais, je pense que c'est important. Ok, écoute, euh, j'aimerais déjà te remercier parce qu'on arrive à la fin de ce podcast, de cet épisode qui est déjà assez dense. Je pense que tu nous as livré beaucoup de valeur au travers de cette heure 40 passée ensemble. Donc déjà, je voulais te remercier d'avoir accepté notre petite invitation et Bah, d'être merci. passé ici avec nous. C'est vraiment un plaisir parce que comme je dis souvent aux invités et aux invités, on se parle de temps en temps sur les réseaux, mais c'est toujours sympa aussi voilà, d'échanger, de visu et d'avoir vraiment une discussion plus établie que par message interposé. Donc voilà, je suis hyper content et hyper touché par ton passage et aussi par l'histoire que tu nous as livrée, l'une plus que l'autre encore, Mm. tu t'en doutes laquelle. Euh, mais donc, et je te remercie d'avoir ouais, de nous avoir partagé ça parce que c'est pas évident, je me doute d'en parler et ça rappelle des souvenirs pas toujours très joyeux forcément. Mais donc je te remercie parce que je pense que le message derrière, il est hyper important, le triage, toujours prêter attention à tout ça, quoi. Donc voilà. Ben écoute, donc avant de te quitter, je rappelle aux gens, allez suivre Robin sur les réseaux si c'est pas le cas, Carabéine Physio, allez voir son e-learning, les tips pour les jeunes kinés qui est hyper bien construit, les fiches bilan, bref, la totale. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et puis je te dis à très très bientôt dans tous les cas, Robin. Ouais, merci Augustin, merci encore pour l'invitation. C'était avec plaisir de pouvoir échanger. C'était cool d'échanger en direct avec toi. Et puis voilà, allez voir Augustin aussi sur tout ce qu'il fait sur les Les réseaux. Et j'en pubs. profite pour te dire que j'aime énormément tout ce que tu partages aussi. Et voilà, je C'est pense que super tous les deux, on gentil. va essayer de continuer à faire les choses au mieux. Et puis c'est déjà pas mal. Exactement. Allez, passez une très très belle Ouais, journée et à très très bientôt. à Ciao, bientôt. ciao. Bye. Ah, et avant que tu partes, voilà un petit message simplement pour te remercier, pour vous remercier, parce qu'on espère quand même qu'il y aura plus qu'une personne qui va nous écouter. Mais voilà, pour votre soutien, parce que si vous êtes en train d'écouter ce petit message affectif, c'est que vous avez écouté le podcast en entier ou que vous avez été directement à la fin. Mais dans tous les cas, c'est que vous nous suivez, que vous aimez, j'espère, notre travail. Et donc voilà, ça va être un petit peu bateau, mais si on peut vous demander encore une chose, c'est simplement de nous mettre peut-être 5 étoiles sur Spotify ou en tout cas sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes ou bien un like sur YouTube, tout ce que tu veux. En gros, juste nous montrer ton soutien et ton appréciation de notre travail au travers de ce que la plateforme te permet de faire, que ce soit aussi en partageant autour de toi pour faire connaître le podcast. Voilà, c'est vraiment des choses qui, quand on est auditeur, on ne se rend pas compte. Moi, personnellement, j'écoutais des podcasts avant d'en créer et je ne me rendais pas compte quand ces messages arrivaient. Je me disais, bon, encore une fois, ils nous demandent. Mais en fait, voilà, vraiment, je peux le dire maintenant, c'est hyper important parce que, comme tu sais, tout fonctionne avec un algorithme aussi. Et voilà, la moindre petite goutte dans l'océan, que ce soit un like, un partage ou les deux, un commentaire, etc., la moindre goutte, ça peut vraiment créer, si je peux rester poétique, un océan de soutien pour nous. Donc voilà, c'était simplement un petit message pour te remercier de prime abord et aussi pour te demander si ça ne te dérange pas voilà, de noter ce podcast, si possible avec une bonne note et en tout cas des bonnes étoiles. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et à côté de ça, on reste ouvert si tu as des suggestions, si tu as des remarques, s'il y a des choses qui t'ont plu ou pas plu dans le podcast. Vraiment, n'hésite jamais à venir nous en parler. On sera toujours ravis d'écouter tant que les critiques restent constructives, évidemment. Donc voilà. Voilà, je ne vais pas te retenir plus longtemps et je te souhaite déjà une bonne journée, une bonne soirée selon le temps où tu nous écoutes et je te dis à très très vite dans tes oreilles. Ciao ciao.